J'aimerais parler de la créativité quand il s'agit d'un individu neuroatypique. Souvent, nous rencontrons des vidéos qui expliquent les différentes caractéristiques qui peuvent faire partir de la personnalité d'un individu neuroatypique. Il faut savoir que la neuroatypicité ou la neurodiversité signifie que le cerveau et la communication neuronale s'est fait d'une manière différente. Ce n'est pas une condition sur laquelle on peut avoir une influence quelconque, que ce soit pour la créer ou pour l'enlever. En fait, le fait de vouloir modifier les comportements des personnes neuroatypiques, neurodivergentes, voilà. Les personnes qui sont comme ça, ce n'est juste pas possible parce que ça reviendrait à dire, voilà, quelqu'un qui est malvoyant, ben tiens, je vais faire en sorte que tu vois. Enfin, ça serait génial s'il était possible de le faire et parfois peut-être que c'est possible. Mais voilà, quelqu'un qui n'a pas une jambe, par exemple, et dire, ben voilà, maintenant tout d'un coup, paf, t'as une jambe qui pousse et puis tu vas pouvoir marcher, courir. Non, c'est un peu plus compliqué que ça. Très souvent, malheureusement, on va dire presque tout le temps, les neuroatypiques sont considérés des personnes spéciales, dit avec cette manière très disprejative, non, t'es péjorative, t'es spécial. Enfin, déjà, tu sais que c'est presque comme une insulte. Et effectivement, donc différents, farouches, étranges, faire des choses, voilà, des choses que les personnes autour trouvent bizarres. Alors, effectivement, on parle beaucoup d'inclusivité, voilà, d'être compréhensif envers les autres, mais entre ce qu'on dit et ce qui est fait en réalité, il y a quand même un monde. Et je pense que nous ne sommes pas prêts à voir des grands changements dans l'immédiat en tout cas. Et quand je dis dans l'immédiat, j'entends les prochaines 10 années au moins. Effectivement, la diversité dans toutes ses formes a toujours été et sera probablement, tristement, toujours une source de souffrance pour ceux qui sont touchés et de moquerie du côté d'une certaine partie des individus. Parce que l'être humain est ainsi fait qu'il le renie, il n'accepte pas, il critique, il juge, il ostracise, il moque, il bafoue la diversité. Pourquoi aujourd'hui j'aimerais parler du côté artistique? On entend souvent dire que les neuroatypiques, les neurodivers sont des individus qui ont des intérêts restreints. Je verrais ça plutôt autrement, je dirais plutôt que ce ne sont pas tellement des intérêts restreints, mais des intérêts très approfondis, très détaillés. C'est-à-dire, nous pouvons nous intéresser à une variété immense de sujets qui nous passionnent et passer des heures et des heures, des jours, des nuits sans dormir, tellement le cerveau est en ébullition avec cette envie d'apprendre. Et voilà, il y a aussi ce côté cérébral qui fait qu'on ne se repose jamais, hein, cérébralement parlant. Notre cerveau, il continue à travailler la nuit. D'ailleurs, la nuit, il est souvent en ébullition, ce qui fait que très souvent, nous avons des problèmes de sommeil. Donc l'insomnie, c'est quelque chose qui nous accompagne tout au long de la vie, avec une autre amie de voyage qui s'appelle l'anxiété. Et l'anxiété est quelque chose qui
qui est le résultat en fait de cette lutte inexpliquée pour vouloir s'adapter à ce qu'on attend de nous, vouloir s'adapter sans cesse à des codes qu'on comprend pas forcément, et puis tout ça dans des efforts terribles, dans des efforts de masquage parfois, ou des efforts voilà parfois même, au moins en ce qui me concerne, j'ai beaucoup utilisé l'humour, mais l'humour était souvent issu d'une immense souffrance. C'est-à-dire, plus la souffrance était grande, et plus l'humour était drôle pour les autres. En tout cas, c'est vrai que l'autodérision est un moyen puissant de faire face à des situations qui sont terribles, qui sont blessantes, qui sont dures à vivre. Et voilà pourquoi donc je voulais revenir au fait que souvent on peut constater que des individus trouvent apaisement dans l'art, dans la créativité, dans l'écriture, la peinture, voilà, et dans les arts manuels. Je connais des personnes Asperger, des amis qui sont des personnes très introverties, oui, mais extrêmement bavards quand il s'agit de parler par écrit. Des personnes qui sont passionnantes, des personnes avec qui je parlerai 24 heures sur 24 sans jamais m'arrêter. Disons qu'il y a une variété assez curieuse et différente entre les personnes neurodivergentes. Souvent, il y a ce côté imaginatif qui fait que l'écriture est un excellent moyen de s'exprimer et de faire ressortir les choses. Personnellement, j'ai eu un blog pendant près d'une décennie sur un site très connu de psychologie où je narrais mes journées, en fait, mes journées de travail en tant qu'hôtesse de l'air. Et je me rappelle également que plus la journée avait été terrible, plus j'étais défaite, déconfite quand j'arrivais à la maison, que je quittais mes chaussures et je jetais mon sac par terre et puis je me remémorais de la journée, et plus mes écrits étaient hilarants. Moi-même, en les lisant de nouveau à distance de plusieurs années, j'ai pu remarquer voilà des choses qui m'ont fait plier de rire, et je me suis dit même, mais où est-ce que je suis allée trouver une chose pareille? Voilà, c'est ce côté-là. Et puis évidemment il y a la musique, parce que la musique, nous savons très bien que c'est un moyen exceptionnel de s'exprimer sans devoir parler, de communiquer avec les autres sans devoir parler, de donner ou même un échange sans devoir parler, c'est-à-dire sans devoir formuler des phrases qui très souvent malheureusement sont mal perçues. Elles sont perçues comme en étant rudes, comme en étant grossières, parce que tiens, t'es trop direct, parce que tu ne t'arrêtes pas sur des fioritures de oui, bonjour, comment tu vas, voilà, toutes des choses que d'un point de vue neuroatypique sont complètement superficielles, inutiles et banales, pour le simple motif que quand nous demandons à quelqu'un, enfin quand les gens ils demandent comment ça va, en réalité ils veulent pas savoir comment tu vas, hein. Ils veulent juste entendre dire oui ça va, voilà, c'est la réponse type qui ne signifie rien, parce que si jamais quelqu'un vient à dire bah non ça va pas, finalement oh là là, mais c'est quelqu'un voilà de négatif, non il faut pas dire ça, voilà. J'avais 12 ans quand dans une situation analogue il m'a été demandé une question analogue, et puis que j'ai répondu voilà en détail, etc. Et puis là après on m'a fait on m'a tapé une gueulante pratiquement en disant voilà bah non il faut pas dire ça, non il faut pas dire ça, il faut pas parler comme ça. Alors je me suis dit, mais tiens, ils sont bizarres ces adultes, mais pourquoi ils posent des questions stupides s'ils veulent pas avoir des réponses? Voilà, ça c'était ma réaction. Et depuis j'ai compris que finalement il y avait ce genre de phrase-là qu'il fallait juste pas répondre, ou répondre ce qu'on répond tout le temps, un cliché, voilà, c'est toujours la même réponse. Donc ce qui fait qu'effectivement l'art, l'écriture, etc., tout ce qui se manifeste, on va dire, par un langage non verbal,
qui utilise la créativité et l'expressivité est un moyen, excellent moyen de faire face à l'anxiété, de faire face aux difficultés et de faire face à un monde dans lequel on se sent ne pas appartenir. Alors il est vrai que les diagnostics, c'est quelque chose d'assez récent. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, on parlait de l'autisme au masculin. Voilà, les femmes, elles n'étaient pas autistes. Oui. Pourquoi? Ben, ils avaient cru découvrir quelque chose. Or, je me souviens également des encéphalogrammes d'autistes qui avaient été considérés des encéphalogrammes d'épileptiques, hein, voilà, donc à cause de l'activité, alors que pas du tout, hein, c'était des autistes, des neurodivergents, donc et leur système neuronal est totalement excité, totalement différent de ce qu'on connaît, donc ils ont insisté, ils ont voulu voilà donner des médicaments anti-épileptiques pour voilà, alors que la personne n'était pas du tout épileptique, d'ailleurs le savait, puis d'ailleurs elle a jamais pris les médicaments. Tout ceci pour dire qu'il y a un fonctionnement neuronal, cérébral différent porte à tout un tas d'autres manières et conséquences différentes à ce qui est connu, à ce qui a été connu jusqu'à présent. Les ressentis, les émotions, les sens. Les sens, ils sont particulièrement aigus. Pour certains, je parle notamment des Asperger. Et voilà, c'est drôle parce que je reviens toujours à moi en disant, voilà, moi, on me disait toujours, j'ai un nez très fin, j'aurais pu travailler dans les parfums, ou alors j'aurais pu trouver des truffes dans les bois. Voilà, effectivement, en tant qu'hôtesse de l'air, le sens de l'olfact, du nez en fait, c'est quelque chose de très important et j'arrivais toujours à sentir les odeurs bien avant les autres. J'ai encore une anecdote qui remonte à quelques semaines et j'ai dit à quelqu'un, ah ben tu sens l'huile de voiture en fait, et on m'a regardé comme ça, mais comment ça, je viens du travail, je travaille dans un magasin et tout. J'ai dit, bah écoute, tu sens très fort l'huile de vidange, l'huile de la voiture, du moteur. Et seulement quelques semaines plus tard, 3, 4, 5 semaines plus tard, cette personne a effectivement eu un problème de moteur dû à des pertes d'huile. Donc le moteur a été abîmé et puis effectivement c'était parce que la voiture perdait énormément d'huile. Voilà. Ou alors plein d'autres choses avec les yeux aussi. J'ai eu des choses que j'ai réussi à voir. Enfin voilà, je pourrais peut-être pas trop expliquer dans cette vidéo parce que le sujet est un autre. Mais voilà, tout ça pour dire que les sensations et les sens sont très développés. À niveau de lui également, hein, ça a été quelque chose que depuis enfant, j'entendais très très loin, des bruits que personne n'entendait. Et d'ailleurs, on disait, mais il n'y a que toi qui entends ça. Oui, effectivement, il n'y avait que moi qui l'entendais, parce que mon ouïe était capable d'entendre des fréquences et des bruits que les autres n'entendaient pas. Et comment faire à évoluer dans un monde quand toi, tu te sens ne pas appartenir à ce monde depuis toujours. Comme si tu t'avais posé là et tout d'un coup tu te regardes autour et tu dis mais qu'est-ce que je fais ici en fait? Au secours, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que c'est cet endroit? Comment il faut? Voilà, j'ai pas de manuel, j'ai débarqué ici et je n'ai pas de manuel de fonctionnement de comment il faut faire, voilà. Donc en fait, essayer de trouver par toi-même des codes et puis surtout quand tu ne sais pas ce qui est étrange, ce qui est bizarre, pourquoi les gens ils te trouvent bizarre. C'était drôle, on me disait toujours voilà, oui, toi t'es différente. C'est une manière gentille de dire que j'étais bizarre en fait. T'es différente, t'es spéciale, etc. Et quand j'ai demandé pourquoi, en quoi j'étais différente, en quoi, eh ben en fait je ne saurais pas te dire. Voilà, c'était la réponse. Donc c'était très difficile à imaginer. Il y a des choses que j'avais bien compris. J'avais bien compris que j'étais quelqu'un de
avec une intelligence différente, quelqu'un qui apprenait visiblement avec une facilité extrême. Enfin, ce qui est drôle, c'est que nous, on trouve ça normal. Voilà, ce que nous faisons, pour nous, c'est normal. Donc, nous le faisons avec beaucoup de naturalité, c'est très spontané. Et les gens, ils nous perçoivent comme des personnes pédantes, des personnes arrogantes, des personnes je sais tout, des personnes qui veulent toujours avoir raison. Voilà, le fait d'être précis, c'est qu'en fait, t'es maniaque. C'est horrible parce qu'on utilise toujours des mots péjoratifs. T'es maniaque. Non, être maniaque, c'est autre chose quand même. Hein. Être maniaque, c'est plus vers la psychose. Non, là, c'est une question d'être précis, d'être vraiment très précis dans ce que tu fais au millimètre près, c'est-à-dire les choses faites d'une certaine manière. Et encore une fois, on se retrouve constamment à être jugé et à être comparé en utilisant, les gens utilisent des mots péjoratifs, ce qui a d'ailleurs un effet néfaste sur notre estime de nous-mêmes, parce qu'on se dit toujours, voilà, je fais toujours les choses mal, je suis ci, je suis ça, j'ai plein de choses bizarres, voilà, et c'est terrible parce que ça te travaille quand même si d'un côté, peut-être tu fais l'effort de sourire et de sembler jovial. Des fois, je me rappelle très bien, j'ai pu inventer une personnalité. Voilà, je m'inventais la personnalité. J'observais celles qui étaient populaires, les personnes qui étaient populaires. Alors, c'est des personnes qui parlaient, que sais-je, de mieux, la musique du moment, ou alors la nouvelle tendance maquillage, ou alors, que sais-je, les ongles, ou alors des trucs, voilà, comme des trucs qui m'intéressaient pas du tout. Mais je me suis dit, ok, bah alors s'il faut parler de ces choses-là, je vais essayer de comprendre comment ça marche, de manière que je puisse en parler également. Et puis quand il est arrivé le moment qu'il fallait que j'en parle, eh ben, je sais pas, mais il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. Donc, encore une fois, toute cette immense frustration, ce sentiment d'incompréhension, ce sentiment de rejet, ce sentiment de ne jamais être à la hauteur des expectations, des attentes, pardon, des autres, c'est quelque chose qui finit par tout taper sur les nerfs, sur le système nerveux, clairement parlant, et l'anxiété commence à prendre le dessus. Je me rappelle, j'étais jeune, j'étais très très jeune, et j'avais déjà des crises d'anxiété. Je ne savais pas. Ce que je savais, c'est que j'avais une partie de mon visage qui commençait à trembler tout seul, en fait. Et quand ça m'arrivait, j'avais tellement honte que j'allais me cacher. Des fois, j'étais en pleine conversation, puis tout d'un coup, je partais en courant. Les gens ne comprenaient pas pourquoi. Et en fait, j'allais juste m'isoler quelques instants, le temps que ça passe. Et je ne savais pas du tout ce que c'était, mais de toute évidence, c'était nerveux. C'était nerveux, et donc ça, au fil du temps, ça devient voilà, des conditions bien plus importantes, bien plus pesantes dans la vie de tous les jours, bien plus usantes des fois. Et ce qui rend davantage les échanges avec les neurotypiques difficiles. Je dirais même qu'il arrive un moment où on n'a vraiment plus envie de rentrer dans le moule. On n'a vraiment plus envie d'essayer qu'eux ils nous comprennent, ni essayer de les comprendre. À un moment où clairement on a envie de dire, bah, écoute, c'est comme ça, si t'es pas content, tant pis pour toi, voilà. Mais bon, je pense que quand on en arrive à ce stade-là, il s'est passé beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, beaucoup d'avoir essayé plein de choses. Et encore une fois, l'art, c'est une de ces choses qui permet de t'évader, qui permet justement de relativiser, qui permet de concentrer ton anxiété. C'est-à-dire quand tu as des crises d'anxiété, ils te permettent de concentrer, de focus, comme on dit en anglais, de concentrer ton attention sur autre chose. En dehors du fait que, voilà, ça puisse être la musique, le chant, l'écriture, la sculpture, etc. Raison pour laquelle, quand je reçois des fois des parents avec des enfants neuroatypiques qui me demandent voilà, de les accompagner à un niveau de leurs études, à un niveau de leur incompréhension, etc., de trouver le moyen de leur donner les moyens de réussir à l'école, en tout cas, puisque c'est souvent des enfants d'un jeune âge.
eh bien, il m'arrive de demander aux parents justement d'investir sur des choses qui peuvent être des choses musicales par exemple, parce que je me rends compte que l'enfant il a des intérêts musicaux et je trouve que c'est très important de cultiver ce côté-là, sous peine de avoir des immenses frustrations qui peuvent déboucher dans des choses bien plus graves, comme la violence, comme l'automutilation, comme voilà, plein de choses qui peuvent s'en découler. Je n'aime pas trop toucher certaines topics, mais il est vrai que les pensées suicidaires font aussi beaucoup part des individus neuroatypiques, et en particulier les individus Asperger, qui souvent ont des tendances à aller vers la consommation de médicaments comme les calmants, comme les somnifères, ou alors fumer ou d'autres sortes d'addictions. Tout ça pour endormir, on va dire, pour abrutir cette anxiété, cette appréhension, cette souffrance intérieure. Et voilà, c'est quelque chose qui serait évitable si des choses autour aussi changeaient, si le comportement des personnes était un peu plus compréhensif, un peu plus ouvert, un peu plus juste sans jugement. Laisser vivre les personnes et les accepter telles comme elles sont sans essayer de les changer. Voilà pourquoi nous trouvons souvent chez les musiciens, la musique c'est un art qui demande beaucoup d'études, beaucoup de répétitions. Je me rappelle quand j'étudiais au conservatoire, je passais mes 8 heures par jour à travailler mes morceaux à la harpe et il fallait que ça soit parfait. Donc tout ça, quand tu es Asperger, pour toi, c'est juste, voilà, ça fait partie des choses que tu fais avec plaisir et il faut que ça soit parfait. Et atteindre la perfection n'est pas facile en général, mais pour un Asperger, voilà, ne pas atteindre la perfection est terrible. J'ai des souvenirs d'avoir détruit par exemple des dessins ou des choses parce que il y avait des petites imperfections, une petite pointe de rotrine qui avait fait une petite pointe là où il fallait pas faire une ligne, voilà. Donc et ça, ajouter en plus à ça les gens qui te jugent, que te trouvent bizarre, qui parlent derrière ton dos en croyant que tu les entends pas ou que tu ne sais pas. C'est pas parce que tu montres que tu fais semblant de pas les entendre que c'est effectivement vrai que tu les entends pas, mais tu fais juste semblant de pas les entendre pour pas leur donner la satisfaction de t'avoir blessé. Et en plus de ne pas leur montrer qu'ils t'ont blessé, hein. Des fois, quand on rentre à la maison, tu te sens complètement vidé et triste. Mais voilà, jamais donner cet aperçu, cette sensation aux autres qui t'ont touché avec leur dire, avec leurs critiques, avec leurs comparaisons, avec leurs phrases négatives. Pour cette raison, j'aimerais dire aux parents d'enfants neuroatypiques, aux parents d'enfants Asperger, aux parents d'enfants autistes, laissez-les découvrir et observez-les dans leur passion. Ils ont toujours quelque chose qui les passionne. Ça peut être un animal, ça peut être un dessin, ça peut être les couleurs, ça peut être n'importe quoi. Et une fois que vous aurez trouvé, et puis ça peut être plusieurs choses à la fois, hein, ça peut être la musique, ça peut être la peinture, etc. Mais une fois que vous aurez observé que l'enfant, il aime ces choses-là, aidez-le, accompagnez-le à se développer dans ce domaine, parce que ce sera ce domaine-là, sa soupape de survie, ce sera le domaine qu'il aura privilégié, dans lequel il aura plaisir, dans lequel il trouvera apaisement, qui sera sa raison et sa force de continuer dans un monde qui est si différent, si difficile à vivre, si imparfait et encore comment je pourrais dire, un monde qui n'est pas encore prêt à recevoir
des personnes qui sont si extraordinairement uniques. Parmi les neurodivers, il y a énormément de différences. Et encore une fois, ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas que ça n'existe pas. C'est-à-dire, nous avons des sentiments très forts. On ne le montre pas, on n'en parle pas, on ne le cite pas. Mais ce n'est pas pour ça qu'on n'a pas de sentiments. C'est juste que on ne sait pas ou on ne trouve pas ça convenable à exprimer. J'espère que cette vidéo pourra donner quelques idées par rapport aux intérêts. Aux intérêts, il y a l'importance à développer ces intérêts des enfants en devenir, et encore qu'on peut se trouver des intérêts, de nouveaux intérêts en étant adulte. Et comme je dis toujours, il n'est jamais trop tard. Et c'est vrai, il n'est jamais trop tard. Ce sont les gens qui estiment que c'est trop tard. C'est trop tard que tu commences à étudier à l'université, à tel âge, ou à faire telle chose. Non, ce sont des limitations que la société veut mettre ou que les personnes autour veulent mettre. Et en conclusion, il est essentiel de reconnaître et de célébrer la richesse et la diversité des perspectives et des talents des personnes neuroatypiques, ainsi comme les individus Asperger. Leur passion, leur créativité, leur capacité à surmonter les défis de l'anxiété et de l'insomnie en trouvant refuge dans l'art et dans l'expression artistique méritent d'être valorisés et soutenus. Et en permettant à ces individus de s'épanouir dans leur passion et en encourageant une plus grande acceptation et inclusion de la neurodiversité, nous pouvons enrichir notre société et embrasser la beauté de la différence.